Bonjour, ici François Poisson de Télécœur. Nous sommes dans le secteur Saint-Angèle de Bécancour, au Mont-Bénilde. Il y avait une journée aujourd'hui de la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec pour le recrutement, pour informer les gens qui ont affaire avec les ressources humaines. Je suis avec la directrice de l'organisme, Mme Lucie Carré. Bonjour. Bonjour. Donc, toute une journée qui avait été prévue, des conférenciers, des gens de l'UQTR, qui, entre autres, sur les stages, les stagiaires, et ensuite, le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, est venu nous parler aux gens, et une conférencière très dynamique sur les ressources humaines aussi. Donc, qu'est-ce qui était le but recherché de cette journée-là? Bien, dans le fond, on avait un but assez précis. Au départ, c'est avec l'UQTR d'aller vraiment essayer de démystifier un peu c'est quoi les stages en entreprise. Parce que souvent, la cloche qui sonne pour les entrepreneurs, c'est « Ah, ça va être de la paperasse, ça va être compliqué, ça va être… Donc là, on voulait un peu démystifier ça. Aussi, les gens se demandent des fois c'est quoi les procédures, comment on fait pour aller chercher un stagiaire. Puis c'est quand même de la main-d'œuvre qualifiée qui demande juste à être recrutée. Donc, je crois que c'est une belle façon de recruter les gens, les étudiants. Il y avait aussi des étudiants sur place qui pouvaient s'informer aussi des stages. Donc, c'était l'idée de départ. Mais moi, je disais, on entend beaucoup parler de la main-d'œuvre, du manque de main-d'œuvre un peu partout dans tous les secteurs. J'ai dit, bon, ce dossier-là, on le sait, il en manque. Comment on fait à partir de là pour essayer de recruter? Comment on peut être dynamique, faire autrement? Donc, c'est là qui m'est venue l'idée aussi d'aller chercher, dans le fond, Héloïse Harvey, qui est une connaissance que j'avais depuis longtemps, que je sais qui est très dynamique en ressources humaines. Donc, je suis allée, je lui ai parlé et je dis, ce serait le fun que tu nous fasses compléter un peu notre journée pour que les gens repartent avec des trucs, avec des petits flags, que tu dis, ouais, c'est vrai, moi, dans mon entreprise, je pourrais appliquer ça. Donc, c'était vraiment le but recherché, c'était vraiment d'essayer d'outiller le plus possible les gens, puis qu'ils repartent puis qu'ils se disent « Ah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, puis je vais faire ça autrement pour justement aller chercher plus de main-d'œuvre, diversité. » Vous-même, la Chambre, là, vous êtes un milieu de stage, et puis vous avez peut-être à faire face, sûrement à faire face aux mêmes contraintes que tout le monde sur cette pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, est-ce que vous êtes allé chercher vous-même des outils aujourd'hui? Bien entendu que nous, on connaissait déjà les stages de par la FCCQ, qui est notre Fédération des chambres de commerce, qui a un programme stagiaire en entreprise et qui paie déjà une partie du stage. Donc, c'est super intéressant. On l'avait fait l'an dernier avec Alison, qui est maintenant ma directrice adjointe. On était allé la recruter. Elle a fait son stage en administration, elle est en bac. Et j'ai vu un potentiel énorme en Alison. Et puis, à l'automne, j'ai fait « Tu nous quittes pas, là! » Donc, je me suis beaucoup adaptée. J'ai dit « Garde, tu y vas selon tes heures que tu es capable de nous donner. En période d'examen, tu étais moins présente un petit peu. Mais écoute, je pense que tout ça a fait en sorte qu'on a mis on a mis la table là, pour quelque chose de plus durable avec Alison. Fait que moi, j'encourage n'importe quelle entreprise, là, que ce soit en administration, en génie, en loisirs. Regardez, on avait un agent de stage en loisirs qui, mon Dieu, toutes les entreprises devraient avoir quelqu'un là-dedans. Fait que c'était le but et on est bien contents, nous autres, à FCCQ. C'est-à-dire à la CCICQ, on l'a fait et on est très satisfaits. Là, il y avait quelques étudiants. Il y avait des personnes qui sont dans justement dans les RH, les ressources humaines, d'entreprises de différentes tailles, autant des PME que des entreprises du parc industriel et portuaire de Bécancour. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait foule. Ça aurait profité à beaucoup, beaucoup de monde, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous attendiez plus de monde? Est-ce que, un jour de semaine, les gens étaient au travail ou comment ça s'est passé? Bien, c'est sûr que les activités, présentement, nous, ça faisait quand même longtemps qu'on l'avait planifié. C'est certain qu'avec le temps des fêtes, tout ça, donc tu fais ta publicité plus au début janvier et tout ça. Puis là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens sont sursollicités par plein de cours, Et les gens se déplacer, c'est peut-être un défi un petit peu plus, les faire déplacer un peu, mais il faut absolument que les gens retrouvent le plus-value de venir faire. Vous voyez derrière moi, c'est terminé et il y a des gens qui jasent, puis je suis sûre que ça a créé certains liens. Donc, il faut que les gens aussi voient le plus-value du présentiel. Effectivement, on aurait aimé avoir encore plus de monde, mais ça, je n'aurais eu 25 de plus, je vous aurais dit plus de monde encore.
Donc, on ne se satisfera jamais parce qu'on l'entend, ça, que nos entreprises ont ce problème-là. Puis on se dit, ah, il y a tellement de monde qui aurait pu profiter de. Il y a eu vraiment des beaux outils qui en sont sortis. Fait qu'on invite, écoute, on le met dans notre infolette, suivre la chambre. On est beaucoup dans les réseaux sociaux avec Marie-Lou qui est aux communications. Donc, je pense pas que c'était la communication qui fait défaut, mais je pense un peu le manque de temps. Puis les gens ont la facilité maintenant avec Teams d'aller chercher plein d'outils. Fait que En tout cas, moi, j'ai entendu plein de choses que j'avais jamais entendues. J'ai parlé à des gens qui représentaient des entreprises et pour eux, c'était indéniable que c'était un plus là, d'avoir été présent aujourd'hui. Donc, c'est juste dommage pour les autres. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y a des salons de l'emploi parce qu'il y a une fébrilité avec l'histoire de la venue de la filière batterie. Il y a comme ça bouillonne. Là. Donc, les événements en emploi, ben, il y en a plusieurs. Fait que j'imagine que les gens doivent faire des choix à un moment donné. Là. oui, effectivement, on sait que les gestionnaires sont souvent super occupés. Puis, tu sais, nous aussi, on apprend de tout ça. C'est sûr que nous autres, notre infolette part toujours au directeur ou à la personne. En tout cas, tu sais, des fois, ça va à la facturation et tout ça. Fait qu'il y aura un travail dans les prochains mois aussi à faire pour dire, ben moi, j'aimerais ça recevoir les infolettes parce qu'aujourd'hui, c'était comme plus dirigé vers les gens des ressources humaines, pas nécessairement le patron. Fait que peut-être qu'il y avait des patrons qui ont vu passer ça, qui disaient, ah oui, j'ai pas le temps d'aller là, mais peut-être qu'envoyer leurs ressources humaines, ça aurait pu être bénéfique. Effectivement. Mais l'un dans l'autre, somme toute, on est satisfait de la journée. On est très satisfait. La qualité de nos 5 agents de stage, c'était super. Elisabeth qui est venue présenter les 2 programmes de la Fédération aussi. Héloïse, super conférence, très interactif avec les gens. Je pense qu'elle a répondu à des questions aussi. Caroline aussi avec Place aux jeunes. Donc, je pense qu'on a fait une belle journée. On est content. Je pense aussi, je vous félicite. Je vous souhaite plus de monde la prochaine fois, mais continuez. Alors, merci. Lucie Carré, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec. Merci beaucoup. Merci. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Marie-Lou Jalbert, je suis responsable des communications du marketing à la Chambre de commerce. Je tenais spécifiquement aujourd'hui à vous dire un gros merci d'être présent à notre toute première journée Mission Recrutement. On sait que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu qui touche l'ensemble des domaines et c'était vraiment important pour nous d'offrir à nos membres une journée comme celle-ci. Pendant la journée, vous aurez droit à une présentation de 5 agents de stage de l'UQTR. Merci Morin, je suis content au partenariat du Conseil de l'Université. Tout d'abord, merci à l'équipe de la Chambre de commerce de nous recevoir aujourd'hui pour cette belle activité avec une thématique qui touche en effet toutes les entreprises de la région. Dans le fond, moi, mon rôle comme au partenariat du Conseil de l'Université, c'est d'attacher les entreprises, organisations qui veulent travailler avec l'université, donc que ce soit pour des stages, de l'emploi, des projets de recherche dans le cadre d'un cours. Peu importe vos besoins, de juste nous en faire part, de me contacter, parce qu'à ce moment-là, on peut regarder comment on peut travailler ensemble pour contribuer au succès de votre entreprise. Donc, je passe tout de suite, sans tarder, la parole à Philippe. Je vais me présenter, je vais vous dire un peu c'est quoi mon parcours, mais je vais fonctionner un peu à l'envers avec vous autres aujourd'hui. Je vais partir un peu des questions que vous avez, puis des interrogations, puis des problématiques que vous vivez, puis je vais essayer, avec ça, de vous donner peut-être des pistes de solutions ou d'y répondre. Je sais que vous êtes confrontés aux nouvelles générations. Moi, mon rôle depuis plus de 20 ans, c'est, j'ai envie de dire, en partie d'encadrer des étudiants qui sont diplômés ou en voie de l'être au niveau collégial dans mon ancienne vie, au niveau universitaire maintenant depuis presque 10 ans, des gens qui arrivent avec des bacs, des maîtrises, des doctorats et qui veulent intégrer le marché du travail et qui sont des fois assez mal outillés. Fait que mon rôle, c'est de les outiller pour que quand vous les accueillez chez vous dans vos entreprises, qu'ils soient le plus possible performants et qu'ils soient capables de se mettre en valeur. Mais à l'inverse, j'ai travaillé l'autre bord de la table, ce qui veut dire qu'en travaillant avec ces jeunes-là, j'ai fait aussi de l'embauche et je connais un peu les problématiques qu'on vit et les bons coups aussi qu'on vit avec cette génération-là. Et je sais aussi que présentement, le marché de l'emploi est en transformation totale. On est en train de faire un 180 degrés, ce qui veut dire que à l'inverse de ma génération à moi, quand on est sorti de l'école, il n'y avait pas beaucoup de travail. On était 25 à passer en entrevue pour une job. On se faisait un peu maltraiter en entrevue. On avait l'impression d'aller à l'abattoir. On se faisait poser des questions pièges, genre si tu étais un fruit ou un fromage, lequel serais-tu? C'est quoi tes défauts? C'est qui ton idole? C'est toutes des affaires qui nous mettaient bien gros à l'aise puis qu'on avait vraiment réfléchi avant.
Et on n'est plus là. On est avec une génération qui a le choix. Vous le vivez vous-même. C'est une problématique, la pénurie de main-d'œuvre. Ils arrivent et c'est eux qui vous passent en entrevue. Et des fois, ça peut être un peu déstabilisant. Et des fois même, vous vous posez la question, comment ça je me fais poser? C'est comme si c'est eux qui devaient me choisir quand ça devrait être le contraire. Donc, on va en jaser et puis on est là pour partager. Comme je vous dis, on est un petit comité, c'est le fun. Fait que n'hésitez pas à m'interrompre. Et je suis sûr que ça vous est arrivé de rencontrer des candidats qui vous ont dit « Hey, oui, votre job m'intéresse. J'ai vraiment le goût de travailler chez vous. » Mais est-ce que c'est possible d'avoir en partant 8 semaines de vacances l'été, juillet et août? Non, je niaise, c'est pas vrai, ils en veulent 10. Parce qu'ils veulent partir en van life avec leurs conjointes et faire le tour du Canada. Donc, comment on comble ça? Comme j'ai juste 15 minutes, j'ai envie de vous résumer le pattern de cette génération-là. Je me souviens quand mon père et même moi, on est sortis sur le marché du travail, ce qui était le plus important, c'est que on vivait pour travailler. Ça veut dire que notre job, c'était le centre et les sous, c'était le premier critère pratiquement de ce qu'était pour une job. C'est-à-dire, si c'était payant, on y allait. Si c'était pas payant, on y allait parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais notre but, c'était vraiment le salaire. On n'est plus du tout là-dedans. Il y a plein de sondages qui ont été faits par plein de firmes et tout le monde dit que le salaire arrive ou en 3e ou en 5e position. Ce qu'ils veulent avant tout, puis ça, il faut que vous le reteniez, et c'est ça, cette génération, ils veulent avoir du fun à la job. Le plaisir est leur premier critère. Ils sont prêts à faire des sacrifices sur le salaire si la job les stimule intellectuellement, si l'équipe est le fun, si l'environnement est stimulant, s'il y a des possibilités, j'ai envie de vous dire aussi, d'horaires variables, donc de la flexibilité, que ça soit au niveau de l'horaire, que ça soit au niveau du travail-vacances, que ça soit au niveau du télétravail. Il y a plein de conditions autres que le salaire qui comptent maintenant. Donc, c'est plus vrai, ça l'est encore dans certains cas, que si vous donnez la grosse paye qui vont venir chez vous. Ça se peut qu'ils refusent et qu'ils aillent dans un salaire moindre parce que l'environnement de travail est important. Et il y a la foi qui est en deuxième. Il faut qu'ils adhèrent aux valeurs et à la philosophie de votre entreprise. On est dans une génération où éco-responsabilité veut dire quelque chose. Partage veut quand même dire quelque chose, même s'ils sont très individualistes. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez conscients de ce que vous avez à offrir, des valeurs, et il faut qu'ils adhèrent à ça. Si c'est contre leurs valeurs, ils vont vous quitter. Amenez-les à départager les éléments générationnels irritants, ce qui veut dire que oui, c'est irritant pour vous, mais pour eux aussi. Fait que si, quand vous allez comprendre l'irritation que vous avez parce que vous trouvez qu'on commence à 9h puis qu'il arrive toujours à 9h30, ben mettez donc un horaire variable au lieu de dire on commence à 9h puis si t'es pas là à 9h, je te sac dehors. Ils vont aller où est-ce que ils vont avoir une latitude. Soyez ouverts, soyez créatifs comme entreprise. Donnez-leur pas tout cru dans le bec, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas eux qui mènent votre baraque. Vous avez quand même des contraintes. Mais expliquez-leur, puis regardez de quelle manière on peut aménager les deux. Et dans vos offres d'emploi, je vous en supplie, soyez créatifs, soyez attirants. C'est un peu un infopub que vous devez faire parce que celui qui va le faire va avoir plus de chances d'avoir des candidats, puis il n'y en a pas beaucoup de candidats. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, et on en a pour 10 ans de ça. Les statistiques disent 10 à 12 ans de pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. Fait qu'il faut se réajuster, sinon, Merci Philippe pour la transparence sur la situation, mais surtout les trucs astuces de voir que malgré toute la situation, il y a des trucs qu'on peut mettre en place pour régler certains problèmes qu'on a. Sans plus tarder, je passe la parole à Gabrielle Bachar, qui est coordinatrice au département Lettres et Arts de stage. À ce moment-là, parler un peu comment attirer, pas attirer, mais comment accueillir les candidats en stage. Merci Mathieu. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, Gabrielle Bachar, donc je suis coordonnatrice des stages au département de Lettres et Communication à l'Université. Rapidement, aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes de solutions pour bien accueillir et intégrer à la fois les stagiaires, mais je pense que ça pourrait également s'appliquer à n'importe quel nouvel employé qui entre au sein de votre organisation. Et là, on s'entend que c'est des bonnes pratiques. Je ne vous oblige pas, c'est juste parfois des petites pistes de solutions pour faire en sorte que ça se passe bien rapidement. Donc, dans une ère, Philippe l'a dit, avec les technologies, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça se passe bien à partir du jour 1? On peut écrire un texto
au stagiaire ou encore à l'employé qui débute la veille. Pourquoi le texto? En fait, premièrement, c'est un mode qui est en instantanéité. Donc, souvent, le stagiaire va prendre directement le texto qui rentre. Donc, ça, c'est excellent. Deuxièmement, le stagiaire ou encore l'employé qui débute va également avoir un numéro de téléphone de référence auquel s'accrocher si jamais, par exemple, là, au jour 1, il est un petit peu perdu. Donc, le fait d'avoir le numéro de téléphone déjà là, il sait qu'il peut entrer en contact rapidement avec la personne. Et ensuite, bonne pratique. L'importance du jour 1, alors à ce moment-là, on prend pour acquis qu'on a écrit là, le texto à notre stagiaire, qu'on a eu des réponses avec un enthousiasme fulgurant. Et maintenant, très important, accueillir votre stagiaire de manière enthousiaste et bien l'intégrer à son environnement de travail. Donc, quand le stagiaire arrive, prendre le temps de lui faire une visite des lieux, la présentation à ses collègues, donner toute l'information générale pertinente, de s'assurer, par exemple, que le STI, qu'on appelle là, souvent le soutien informatique, a été avisé, qu'il va avoir ses codes d'entrée, qu'il va avoir des fois sa carte de visiteur, qu'il va avoir son vignette de stationnement. Bref, faire en sorte que la personne qui arrive ait l'impression qu'elle est attendue et qu'encore une fois, on ne sort pas là, d'une boîte à surprise et qu'on fait en sorte qu'elle soit rapidement fonctionnelle, opérationnelle au sein de l'organisation. Par la suite, avoir en tête son plan de formation, même préférablement sur papier, et lui exposer concrètement. Encore une fois, super important d'avoir une espèce de réflexion en amont là, de l'entrée du stagiaire. Parce que parfois, on a complété une offre de stage il y a de ça quelques mois, finalement, on accueille le stagiaire, et au jour 1, on s'assoit avec lui, et finalement, vers quoi est-ce qu'on l'aligne? On n'est pas trop sûr. On pensait que finalement, non, ce ne sera pas tout à fait ça. Donc, avant même qu'il rentre, rassemblez-vous une petite équipe, possiblement là, les collègues les plus proches là, du stagiaire avec le supérieur, et évaluez peut-être à savoir si l'offre de stage que vous avez déposée il y a quelques mois est toujours valide, et si oui, dans quelle proportion. Et après ça, ayez le plan de formation en tête, parce que par la suite, c'est beaucoup plus facile à la fois pour vous, mais également pour le stagiaire, d'évaluer à savoir si son rendement, si sa performance rencontre vos attentes. Si vous avez un plan de formation concret, puis qu'on lui explique que, bon, là, pendant le premier mois, on va voir ça va lui permettre d'acquérir telle compétence. Après ça, au deuxième mois, on va voir ça. Bien, rapidement, quand on va arriver pour les évaluations, on va être en mesure de dire, bien, voilà où tu devrais être rendu. Parfois, il y a des stagiaires ou des employés qui vont être très à l'avance parce qu'ils ont une grande autonomie. Dans certains cas, il y a peut-être des employés qu'on va dire, OK, bien là, on n'est pas tout à fait là, mais si au moins on a quelque chose de concret à lui soumettre, bien, c'est beaucoup plus facile pour un employé ou encore un stagiaire de s'y accrocher en disant, bien, je sais un petit peu où je pars et où je m'en vais. Ensuite, valider ensemble vos attentes et les siennes. Donc, encore une fois, au jour 1, prendre le temps de bien s'asseoir avec le stagiaire pour valider c'est quoi vos attentes en tant qu'entreprise, mais également les siennes. Parfois, on va voir que les ententes concordent, c'est super. Parfois, il y a un écart, puis à ce moment-là, naturellement, l'idée, c'est de venir, rétrécir l'écart le plus possible pour s'assurer qu'on parte sur la même ligne de départ. Rétroaction, donc toujours, on essaie d'aller dans une rétroaction qui est positive et confrontation bienveillante. C'est la nouvelle terminologie pour critique constructive. Donc, confrontation bienveillante, sachez-le. Et finalement, l'importance du rôle, bon, tuteur, mentor, parrain, gestionnaire, répondant, peu importe là, comment vous l'expliquez. Quand vous complétez l'offre de stage, là, et que vous pensez à la personne qui va accompagner là, votre stagiaire, donc possiblement la personne qui va l'évaluer puis qui va être à ses côtés là, pour bien l'encadrer tout au long de son stage. Là. Vous avez des fois la possibilité de prendre quelqu'un qui est peut-être super performant puis qui fait vraiment les choses comme il faut dans votre organisation, puis vous dites « Hey, ça va être un super match ». Je ne dis pas le contraire. Par contre, il faut aussi que cette personne-là ait envie d'encadrer quelqu'un, de lui montrer des choses. Donc, cette personne-là a beau être hyper performante, cette personne-là a beau être votre employé modèle dans l'entreprise, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle est un bon pédagogue. Donc, avant des fois de faire un jumelage entre deux personnes, assurez-vous que c'est vraiment ce que la personne qui va encadrer le stagiaire ou la stagiaire, que ça lui plaît, que ça lui tente, que c'est une expérience qu'elle veut vivre et qu'elle doit comprendre que ça ne sera pas juste de prendre des tâches et après ça de le donner au stagiaire ce qu'elle n'a plus envie de faire. C'est pas ça. Ça va être de l'accompagner là-dedans. Donc, des fois, ce qu'on pense être un tuteur ou un répondant modèle, finalement, il faut peut-être aller à quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi performant ou aussi parfait sur papier, mais par contre, qui va vraiment faire en sorte que le stagiaire va vivre une expérience incroyable parce que son répondant est trippant puis lui offre vraiment un bel encadrement. Le but de tout ça, en fait, c'est de créer un sentiment d'appartenance. On l'a dit, Phil en a parlé, c'est le nerf de la guerre actuellement, c'est réussir à faire en sorte que notre stagiaire, notre nouvel employé, ait le goût de rester. À partir du moment qu'on a réussi à créer ce sentiment d'appartenance-là, là, on va aller une étape plus loin, on va essayer de le mobiliser. Une fois qu'on l'a mobilisé, on va essayer de l'engager.
Et une fois qu'il est engagé, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que souvent, dans son réseau, il va être capable d'aller chercher des gens qu'il connaît, qui souvent peuvent exercer là, dans le même domaine que lui, et faire en sorte de leur dire à quel point votre organisation est tripante, à quel point on s'y sent bien, à quel point. Et c'est à ce moment-là que vous allez être capable de créer de plus en plus un petit réseau et que des gens vont venir postuler chez vous et que vous allez répondre à votre problème de main-d'œuvre. Et voilà. Puis finalement, pour ceux et celles qui se posent la question où trouver l'information pertinente, dans le fond, sur le uqtr.ca/stage, là, vous avez dans le fond l'ensemble des programmes là, qui sont rassemblés sous cette adresse-là. Donc, vous pouvez venir cliquer là, sur un des programmes et ça va vous mener directement là, au site des stages pour pouvoir là, compléter l'offre et postuler chez nous. Voilà. Merci, Gabriel. Donc, merci Gabriel. On trouve important de vous parler là, de l'accueil d'un stagiaire, évidemment, parce que la Chambre publiait cette semaine, je vais peut-être une donnée, là, Elisabeth pour tantôt, mais 73 dans le fond des stages se convertissent en emploi depuis 2019. Une des raisons, le 27 qui n'est pas là, c'est peut-être l'accueil du stagiaire qui se fait mal. Donc, de traiter le stagiaire comme un employé permanent, je pense que ça peut être bien, en étant conscient que ça demeure un stagiaire dans les attentes. Donc, on va continuer avec un panel, dans le fond, de différents agents et coordonnateurs de stage avec nous, qui va être animé par notre conseiller en information professionnelle et responsable de l'aide à l'emploi à l'université. Donc, Philippe Compagnon, bien dit le titre au complet. Donc, je l'appelle un par un. Donc, je vais vous nommer, dans le fond, Isabelle Dionne, qui est agente de stage pour l'école de gestion, donc qui est une bonne partie de l'université du côté chez nous, et du département de mathématiques et informatique. Isabelle Allé, agente de stage à l'école école d'ingénierie. David Leclerc, qui est coordonnateur de stage du côté du loisir, culture, tourisme. Gabriel, que j'ai présenté déjà 2 fois, qui est en communication sociale et du côté lettres. Et Julie Cossette, qui va être avec nous aussi, qui est agente de stage du côté sciences comptables. Donc, je vous invite à prendre place. Moi, je vais vous donner un truc. Je reçois sur mon site d'emploi une centaine de nouvelles offres spécialisées par semaine. Pour une petite université, c'est gigantesque, impossible à combler. Ça veut dire 4000 par année à peu près. Et souvent, les entreprises m'appellent, me disent hey, « J'aimerais ça rencontrer les étudiants en génie mécanique pour leur dire que j'ai besoin. » J'ai des francistes qui m'appellent pour me dire « Je veux rencontrer des programmeurs. » Écoutez, je ne sais pas combien d'appels je reçois par semaine du monde qui veulent rentrer à l'université et aller directement aux étudiants. Je vous l'annonce immédiatement, c'est impossible. Même moi, je ne peux pas faire de ciblage et d'envoyer les postes dans les boîtes courriels des étudiants. Il n'y a que les départements qui ont accès au courriel des étudiants parce qu'ils sont déjà submergés de leurs travaux d'équipe et tout ça. Je vais vous donner un truc, et je le dis à tout le monde, mais ils ne le savent pas. Les agents de stage, c'est la porte d'entrée. C'est une porte d'entrée ultra performante pour avoir accès éventuellement à des étudiants dans vos organisations. Eux, ils peuvent leur envoyer les offres de stage, les affaires. Et quand vous avez des stagiaires, c'est probablement un des meilleurs moyens pour faire du recrutement. Affichez sur ma plateforme. Continuez à le faire. Et les étudiants vont la regarder de plus en plus. Mais passez par eux autres. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. C'est le fun parce que c'est un petit groupe intime. Il ne faudra pas vous gêner pour poser des questions. Là, on va chacun parler, dans le fond, pour parler des programmes pour lesquels on s'occupe des stages. Puis après, bien, les questions vont être les bienvenues, bien entendu. Mon nom, c'est Isabelle Dionne. Je m'occupe des stages, des programmes qui sont liés à l'école de gestion, puis aussi des programmes qui sont liés au département de mathématiques et informatique. Là, j'avais comme mandat de vous parler principalement des stages, mais vous allez voir, je vais vous résumer ça là, pour pas que ce soit trop long, mais je devais vous parler des stages en administration, mais pour ceux qui peuvent être intéressés à des stagiaires finissant en informatique. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions parce que oui, c'est une façon de recruter et puis on a un petit peu plus que 18 étudiants là, à cette cohorte-ci, là, donc on a des informaticiens en devenir là, qui vont vouloir avoir des stages et des milieux d'emploi. Je vais vous parler vite des stages en administration. Je suis consciente qu'on est plusieurs. On va faire ça rapidement. On veut juste un peu vous susciter votre intérêt. Mais s'il y a des questions par la suite, je vais être disponible. Là. Il va y avoir des pauses. Il va y avoir des moments d'arrêt entre les conférences. Là, donc, je vais être disponible pour répondre à vos questions. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'école de gestion, il y a des stages possibles avec les baccalauréats. C'est des bacs avec des concentrations. Donc, les étudiants doivent faire leur stage selon la concentration choisie. Donc, en gros, si vous voulez avoir éventuellement des stagiaires, souvent, ils sont finissants en plus, parce que, tu sais, ils peuvent faire un stage après 2 années d'études, mais souvent, ils le font à la fin de leur parcours. Donc, ils sont disponibles à l'emploi par la suite. Donc, en tant que finissant, c'est intéressant pour vous, je pense, de les avoir comme stagiaires. Puis c'est souvent
ça qu'ils choisissent. Ils font un stage souvent en tant que finissant, plus souvent qu'autrement. Ils doivent faire un stage dans le domaine soit de la finance, de la gestion des ressources humaines, la gestion des technologies d'affaires. Ils peuvent faire aussi un stage en logistique, en management d'entrepreneuriat, en marketing. Et puis, il y a aussi, en passant la maîtrise en gestion de projet, où il y a possibilité de faire 2 stages. Donc, les étudiants doivent se spécialiser et faire un stage dans cette spécialité. C'est juste pour vous donner une petite idée, là, selon le type d'entreprise que vous représentez, pour voir vos besoins. Sachez que c'est comme ça pour tous les stages. Là, il y a un minimum d'heures à faire. Nous, souvent, on espère que le stage puisse durer 4 mois, toute une session. On est un peu pris par rapport aux inscriptions. Là, le stage doit se faire à l'intérieur d'une session. Mais c'est quand même un 4 mois qui peut être intéressant pour vous puis pour l'étudiant, bien entendu, qui va apprendre. Donc, il y a un minimum à faire, mais il y a plus ou moins de maximum. Là, ça peut être un stage de 270 heures qui est le minimum à faire, mais ça pourrait être 600 heures en un été qu'un étudiant serait capable de faire en travaillant à temps plein avec vous. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Là. Les stages sont possibles à toutes les sessions, mais sachez qu'il y a comme une mode depuis plusieurs années, qu'il y a beaucoup de stages qui se passent l'été. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui finissent toute leur scolarité, leur cours en avril. Donc, à l'été, ils terminent avec le stage. Il y a beaucoup plus de stages l'été. Les employeurs affichent plus de stages et de demandes l'été. Les étudiants sont disponibles là, mais sachez qu'en hiver et, je devrais dire aussi en automne et en hiver, il y a aussi des étudiants en administration et en informatique qui sont disponibles là, pour des stages. Donc, c'est un peu en tout temps. C'est selon vos besoins, bien entendu. Je voulais ouvrir une petite porte vite pour que vous sachiez que maintenant, c'est possible le télétravail en stage. Je ne dis pas que c'est la formule la plus... je ne dis pas que c'est l'idéal, mais ça se fait. C'est l'idéal si vous êtes organisé, si vous pouvez offrir du temps et de l'encadrement, peut-être un petit peu plus à vos stagiaires à ce moment-là, mais c'est possible de le faire. C'est juste qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui espèrent pouvoir rencontrer des gens ou être avec des gens d'expérience, entourés d'une équipe, mais c'est quand même possible de faire des stages là, en télétravail en grande partie. C'est maintenant possible. La pandémie a permis certaines choses comme ça, que ça se développe, que les professeurs soient ouverts à ça finalement. Je pense qu'on a assez parlé de la supervision d'un stagiaire, de l'accueil d'un stagiaire. Nous aussi, c'est ça qu'on espère que vous puissiez faire là, pour les aider à s'intégrer. Sachez que c'est ça, ça prend tout le temps une personne qui est nommée en entreprise. On appelle ça un tuteur en entreprise qui doit être nommé. C'est comme ça pour tout le monde, vous allez voir. Là, on doit avoir une personne de référence qui va remplir, entre autres, l'évaluation finale de stage de l'étudiant. C'est jamais quelque chose qui est lourd, mais sachez qu'il y a toujours un peu de paperasse avant stage puis après stage. Mais habituellement, on essaie de vous rendre ça pas trop compliqué. Les étudiants cherchent des stages rémunérés. Je pense que vous le savez, hein, ça ne fonctionne plus. Même les organismes communautaires font tout ce qu'ils peuvent pour offrir un soutien aux étudiants maintenant. C'est des stages rémunérés. Les étudiants négocient, ils ne sont vraiment pas gênés. C'est correct, je pense, ça va. Mais sachez que souvent, ils négocient et c'est souvent un peu plus que le salaire minimum, finalement, qu'ils réussissent à avoir, même en période de stage, même s'ils sont en formation, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience pour l'instant. On voit qu'ils réussissent à aller chercher des salaires qui sont de plus en plus élevés. Ceci étant, comme j'ai régulièrement des stagiaires finissants, bien, les étudiants, c'est ceux qui négocient encore plus parce qu'ils sont disponibles à l'emploi. Donc là, je ne vous donne pas de moyenne parce que là, les salaires sont plus élevés à ce moment-là. Pour déposer une offre de stage, Gabriel a laissé ça ouvert comme ça. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne, mais quelqu'un qui m'écrit et dit « Voici ma description, c'est correct, je vais la rentrer pour vous sur la plateforme, l'offre de stage », mais ça permet aux étudiants de voir ce qui est disponible et de postuler si quelque chose les intéresse. Mais on peut fonctionner par courriel aussi, bien entendu. Ça, c'est du détail rendu là. Bon. Sachez qu'en allant sur ce site-là, vous auriez les coordonnées de chacun des agents de stage qui sont reliés à chacun des programmes. Donc, pour ma part, si vous avez des questions pour accueillir éventuellement des stagiaires en administration, en gestion ou en informatique, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui pourraient être intéressés à des stagiaires en mathématiques, mais ça existe aussi. Mais c'est avec moi que vous allez pouvoir communiquer. Je vous remercie de votre écoute. Je passe peut-être la parole en comptabilité. Il y aurait quand même un lien. Ça serait-tu pas pire? Oui? OK. As-tu besoin? Non, ça va? Allô? Merci tout le monde. Donc, comme Isabelle l'a dit, je suis l'agente de stage qui est responsable des programmes en sciences comptables pour l'UQTR. Mon nom est Julie Cossette. D'emblée, on serait porté à croire que les étudiants en sciences comptables vont davantage se tourner vers les cabinets. C'est un peu vrai, mais de plus en plus, les étudiants vont vouloir aller aussi en entreprise privée et vers la fonction publique. Donc, ça peut être des milieux de stage qui vont être sollicités par les étudiants. Il y a plus de 30 l'année passée, il y a plus de 30 de nos étudiants qui se sont tournés vers l'entreprise et vers la fonction publique. Et ce nombre-là est appelé à augmenter. Donc, je vous invite vraiment à me contacter si vous êtes intéressé à en savoir plus pour les stages. D'emblée, on a différents types de stages en sciences comptables. On a des programmes au premier cycle, donc au bac, et on a aussi des programmes au deuxième cycle. On parle ici de DESS et de MBA. Les stages sont différents pour les deux cycles. Au bac,
il y a 2 possibilités de stage. Il y en a une qui est un stage optionnel qui est ouvert à tous les programmes, qui est d'une durée minimale de 150 heures, mais on s'attend souvent à ce que l'étudiant fasse du temps plein. C'est juste qu'il y a la possibilité aussi de faire des cours en même temps, donc on lui a donné un minimum de 150 heures, mais la majorité des étudiants vont le faire à temps plein. Ce stage-là est possible l'hiver, l'été et l'automne, ce qui est quand même intéressant parce que, dépendamment de votre charge de travail, ça peut être intéressant d'accueillir un stagiaire pour aller sur certains projets. Il y a aussi le stage coop qui se fait sur 2 sessions consécutives, encore une fois d'un minimum de 150 heures, mais les étudiants vont majoritairement travailler à temps plein. C'est toujours automne-hiver, donc il n'y a pas moyen de faire hiver-été ou c'est vraiment automne-hiver. Pour les cabinets, c'est vraiment propice, c'est vraiment idéal, mais ça peut être idéal aussi pour l'entreprise et la fonction publique. Idéalement, pour ces 2 stages-là, on affiche un 3 mois d'avance. Ça peut se faire un mois d'avance aussi, mais si vous voulez vous assurer d'avoir des étudiants, d'augmenter vos chances d'avoir des étudiants, c'est vraiment d'aller afficher le plus tôt possible. Encore une fois, on a la banque de stage. T'sais, pour tous les programmes, les banques de stage, l'information se trouve sur ce site web-là. Vous allez avoir tous les programmes. Donc, après ça, vous cliquez sur le programme qui vous intéresse. Au 2e cycle MBA DESS, les stages se font exclusivement à l'hiver. C'est encore une fois un stage qui est à temps plein. Il y a un minimum de 180 heures, mais la majorité des étudiants vont travailler 35, 40, 50, 70 heures semaine. Ça dépend du milieu, ça dépend de la période. Pour ceux-là, c'est différent. Les étudiants vont commencer le recrutement 1 an et demi d'avance. Donc, en septembre, les étudiants ont commencé à regarder pour un stage à l'hiver 2024. C'est quand même, c'est quand même une façon de faire qui est différente. C'est clair que si vous affichez à l'automne pour l'hiver suivant, vous avez quand même des chances d'aller recruter des étudiants, mais plus tôt vous commencez votre recrutement pour les étudiants de 2e cycle, mieux ça va être. Comme en sciences de la gestion, il y a beaucoup de télétravail qui se fait. L'important, c'est de s'assurer d'avoir un soutien pour le stagiaire qui va aller chez vous, qui puisse poser ses questions à tout moment et d'avoir peut-être un lien avec le milieu du travail physique aussi, c'est intéressant. Pour le rôle de supervision, c'est un rôle d'accompagnement, c'est une personne ressource. Cette personne-là doit aussi s'assurer que les tâches qui vont être données à la personne stagiaire vont être pertinentes dans la discipline. C'est clair qu'on fait toutes des photocopies dans la vie, mais si la personne fait 40 % de son temps des photocopies, ça ne sera peut-être pas opportun pour un stage en sciences comptables. Ce que ça implique, c'est aussi une rencontre de mi-stage avec un professeur superviseur et une petite évaluation à la fin, ce qui est quand même pas très... c'est pas une grosse évaluation, ça ne vous prendra pas une journée à compléter. En termes de salaire, nous, les salaires sont quand même élevés en sciences comptables. C'est des moyennes que je vous donne, là, mais au 1er cycle, les étudiants vont gagner autour de 20 $ de l'heure. Et au 2e cycle, ça va tourner autour de 22 $ de l'heure. Je fais des statistiques par rapport aux années précédentes. À chaque année, dans le fond, je ressors mes statistiques puis je les mets à jour. Si vous n'avez pas de CPA au sein de votre organisation, pour un stage de 1er cycle, ce n'est pas nécessairement problématique si vous avez quelqu'un qui est très compétent à la comptabilité. Vous pouvez aussi nous contacter parce que nous, on a une banque de CPA bénévoles qui sont là pour accompagner les entreprises dans l'accueil des stagiaires, puis déterminer comment encadrer l'étudiant CPA le mieux possible. Donc, même si vous n'avez pas de CPA au sein de votre organisation, il y a quand même possibilité d'accueillir des stagiaires en sciences comptables. Tout ça, c'est une question de modalité, puis on peut en discuter. Je suis vraiment désolée. Tout de suite après le panel, j'ai une rencontre à 2h, donc je vais devoir quitter, mais j'ai laissé mes cartes à Mathieu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Merci. Parole, je pense. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, moi je suis Isabelle Allé, je suis l'agente de stage à l'école d'ingénierie. Donc, inquiétez-vous pas si vous m'envoyez un stage en gestion. Moi puis Isabelle, des fois, on se partage des offres parce que les employeurs se mêlent. Donc, nous, à l'école d'ingénierie, en fait, on a 2 campus. On a le campus de Drummondville qui offre le génie mécanique et on a à Trois-Rivières le génie mécanique concentration mécatronique, qui est un beau mélange. Les étudiants vont avoir 10 cours en électrique. Le stage en génie électrique. Le stage en génie électrique, concentration informatique, ne pas mêler avec le bac en génie informatique. C'est vraiment un bac en génie électrique avec quelques cours en génie informatique. On travaille par contre sur le bac en génie informatique, éventuellement. Et on a le génie industriel également. Donc, nous, ça ressemble beaucoup quand même à l'école de gestion. C'est des stages qui sont de durée de 4 mois. À 95 % mes stages vont se faire l'été.
parce que nous, le cursus, comment il est fait, c'est les stages, c'est l'été. Il y a j'ai environ juste une dizaine d'étudiants qui vont faire un stage à l'automne, puis une dizaine à l'hiver. Donc, la grosse majorité, c'est des stages d'été. L'affichage se fait dès le retour des fêtes, puis je vous dirais que j'ai vraiment un boom en ce moment, là, parce que là, étant donné qu'on est en pénurie, les étudiants appliquent, les employeurs recrutent, puis engagent immédiatement. Donc, on est vraiment dans ce boom-là présentement, là. Par contre, je vais avoir des offres jusqu'à la fin mars, début avril, parce que moi, je peux inscrire les étudiants jusqu'au 10 juin. Normalement, c'est des stages de 4 mois. Comme Isabelle, c'est des stages de 270 heures minimum, mais je vous dirais que les étudiants vont faire là, en majorité de mai à août pour la durée des stages. Nous aussi, on demande un superviseur de stage en entreprise, idéalement un ingénieur, mais on comprend que des fois, il y a des contremaîtres que ça fait 15 ans qu'ils sont là. Par contre, pour le stage 2, je vais revenir avec mes stages, mais pour le stage 2, idéalement, un ingénieur avec un numéro de l'ordre. Nous, on a, dans le fond, nos étudiants, je vais parler un petit peu de Drummondville. À Drummondville, on a des génies mécaniques. Dès la première été, ils vont faire un stage et sur une période de 3 ans. Donc, les 3 étés à venir, c'est des stages. Donc, dans le fond, moi, ils finissent leur bac, puis ils ne sont plus en stage. Ils n'ont pas un stage à faire versus à l'école de gestion. Donc, moi, la première été, ils ont un stage, deuxième été, ils ont un stage et troisième été, ils ont un stage. La différence à Drummondville, c'est qu'on a des stages duals. Donc, je vous explique, après la deuxième année, ils vont rentrer en stage normalement et ensuite, il y a une possibilité de signer un dual avec l'entreprise. Qu'est-ce que c'est le dual? C'est vraiment un programme qui est unique au Canada. C'est que l'entreprise va engager l'étudiant 2 jours semaine et l'étudiant va aller à l'école 3 jours semaine durant les 2 prochaines années. Donc, il va terminer le baccalauréat dans l'entreprise. Ce que ça fait, c'est que l'été, c'est un stage qui est normal, on engage l'étudiant. Si jamais le profil n'est pas nécessairement bon, on n'est pas obligé de signer le dual. S'il y a un bon fit, bien là, on peut signer le dual. Je pourrais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est le dual, mais je vous dis que ça existe, puis c'est quelque chose qui est super intéressant. Mais ça, c'est pour les étudiants de Drummondville en génie mécanique. Pour les étudiants à Trois-Rivières, c'est après la deuxième année, un premier stage, puis après la troisième année, un deuxième stage. Par contre, c'est un des 2 qui est obligatoire. L'autre est optionnel. C'est sûr que moi, je conseille aux étudiants, bien sûr, de faire leurs 2 stages, mais il y a des étudiants qui vont seulement faire un stage au courant de leur baccalauréat. Nous, bien, les salaires, c'est encore plus élevé qu'en comptabilité. Nous, la moyenne, présentement, c'est 25 de l'heure. J'ai du 34 présentement, j'ai du 35. Fait que Philippe, tantôt, nous disait que c'est pas nécessairement important, mais là, moi, je le vis en ingénierie. L'été passé, ma moyenne était 23,50, là, je suis rendue à 25. Fait que c'est la réalité présentement. Puis c'est l'offre et la demande, en fin de compte. Exact. Fait que j'ai beaucoup plus. C'est important, mais en génie, c'est ça, tu ne gagnes pas 18 pièces à l'heure. Fait que ça fait partie de la game. J'ai beaucoup plus d'offres que d'étudiants. Fait que c'est sûr que quand un étudiant fait l'affaire dans l'entreprise puis qu'il signe son offre de stage, c'est une bonne chose. Là. Fait que c'est sûr que là, ça se passe rapidement, puis je le vis. Là. J'ai jamais eu autant de stages de placés présentement à cette date-ci. Là. Donc voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Il y a aussi un petit peu de télétravail, mais c'est sûr qu'en génie, souvent, on va travailler avec d'autres ingénieurs, d'autres équipes de travail. Il y a des chaînes de montage, il y a des projets, tout ça. Fait que c'est sûr que le télétravail est possible, mais ça peut être hybride. Là. J'ai très peu de 100% télétravail. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci. Alors, rebonjour. Au département de lettres et communication sociale, en fait, moi, je suis plus spécialisée également là, en communication sociale pour ce qui est des stages, parce que le département de lettres n'a pas encore là, de stage en tant que tel. Donc, je vais vraiment vous parler là, pour ce qui est dans communication sociale. Et là, ce que je vais vous dire aujourd'hui,
est appelé à changer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc là, je vais vous expliquer ce qui est en vigueur actuellement, mais si jamais dans les semaines ou mois à venir, vous décidez de postuler comme organisation et que finalement on vous dit « ouais, c'est plus tout à fait comme ça que ça se passe », sachez qu'on est dans une très, très, très grande réflexion là, par rapport au stage. Ils vont demeurer, mais possiblement dans une formule différente de celle que je vais vous présenter aujourd'hui, mais comme ce n'est pas encore définitif, je vais rester dans le concret. Donc, de notre côté, en fait, il y a un stage actuellement au baccalauréat en communication sociale qui se fait à la dernière session. Donc, c'est un bac qui est d'une durée de 3 ans et ce sont les finissants qui ont accès au stage pour ce qui est de leur dernière session. La dernière session, généralement, c'est en grande majorité, là, on parle de, de janvier à avril, mais j'ai également là, certains finissants qui vont réaliser leur stage à l'automne, donc de septembre à décembre. Dans notre cas, il n'y a pas de stage l'été pour la simple et bonne raison que le programme en communication est quand même assez petit à l'UQTR et que les superviseurs, donc les professeurs à l'UQTR qui encadrent les stages sont moins disponibles parce qu'il y a des vacances, tout ça à l'été. Alors, nous, de notre côté, là, ça se fait vraiment là, durant les sessions d'automne et d'hiver. Les étudiants doivent avoir réalisé pratiquement l'ensemble de leurs cours pour pouvoir partir en stage. Donc, c'est des finissants. Avec les crédits qu'ils vont aller chercher là, durant la période de stage, ça leur laisse là, 3 cours qu'ils pourraient prendre par la suite après leur stage s'ils ne sont pas allés au bout de leur crédit. Là. Donc, ça veut dire que c'est quand même là, des gens qui sont, des étudiants qui sont en fin de bac. Il faut aussi qu'il y ait maintenu une moyenne cumulative de 2,7, donc qui est équivalent d'un B sur 4,3 pour pouvoir partir en stage. Donc, si jamais ils n'ont pas le 2,7, ils peuvent reprendre des cours là, pour l'atteindre ou sinon, ils passent à ce qu'on appelle au cheminement sans stage. On a également, j'en parle parce que dans notre cas, on a quand même quelques-uns des étudiants internationaux au sein du baccalauréat en communication sociale. Parfois, étudiant international, là, pour une organisation, ça peut faire un peu peur. On pense peut-être qu'il y a beaucoup de paperasse à compléter. Honnêtement, les étudiants internationaux, pour la plupart, là, ce qu'ils ont besoin, c'est un permis de travail coop et on leur fait faire les démarches là, avant qu'ils n'entrent en stage. Donc, techniquement, pour un employeur, pour une organisation, le fait d'embaucher un étudiant international, ça ne correspond pas à plus de paperasse qu'un étudiant régulier. C'est sûr qu'il y a certaines considérations là, qu'on pourra aborder éventuellement, mais parfois de faire un bel accueil à une étudiante internationale, ben c'est pas négligeable en fait là, dans l'histoire. De notre côté, généralement, il faut compléter les offres de stage dans, je dirais environ là, 6 semaines avant que les stages ne commencent. Là. Donc, à ce moment-là, vers à peu près là, la mi-octobre en vue du mois de janvier suivant et vers la mi-mars en vue là, de l'automne. Vous comprendrez qu'à l'été, compte tenu du fait là, que la session d'été, c'est un petit peu plus avant. On a des critères aussi particuliers pour les organisations qui souhaitent postuler. Donc, il faut que l'organisation soit en fait une entité là, depuis au moins 12 mois. Donc, il faut être constitué depuis au moins 12 mois. On demande qu'il y ait aussi un minimum de 5 personnes là, dans l'entreprise. Et également, il faut que le tuteur, de préférence, ait un baccalauréat en communication et soit au sein de l'entreprise depuis au moins 1 an. En l'absence de cette condition-là, quelqu'un qui aurait, par exemple, une dizaine d'années d'expérience peut être considéré, là, que ce soit dans un autre domaine ou que ce soit pas longtemps que ce soit au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est des critères, l'organisation. Le télétravail, nous aussi, c'est permis. Pour l'instant, on n'a pas encore légiféré à savoir si on va mettre là, des barèmes en termes là, de présentiel versus télétravail. Encore une fois, c'est l'encadrement qui est important. Politique de rémunération, il n'y a pas de politique en tant que telle qui est en vigueur au sein du département en tant que tel. Par contre, comme mes collègues l'ont mentionné, là, c'est sûr qu'actuellement, les organisations qui n'offrent pas ou qui offrent une rémunération qui n'est pas très, très compétitive, pas très concurrentielle, malheureusement, ne sont pas choisies parce que nous aussi, là, l'offre est plus grande que la demande. Si j'enlève du calcul ceux qui n'offrent rien, nous, on est actuellement aux alentours d'une quinzaine de dollars de l'heure là, pour nos stagiaires en communication. Ça, c'est parmi les offres présentées. Mais par contre, actuellement, mes stagiaires, leur moyenne en stage tourne aux alentours là, d'un 21 dollars de l'heure. Alors, quand même, là, c'est la réalité du terrain pour le moment. Et puis, écoutez, moi, c'est pas mal ce qui fait le tour dans mon cas.
Tout le monde? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Mon nom est David Leclerc, coordonnateur de stage en loisirs, culture et tourisme, fier diplômé du programme depuis quelques années. J'ai vécu le pont, récréologie, loisirs, culture, tourisme, début des années 2000, là, disons, je suis diplômé depuis 2005. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de notre stage ici. Donc, nous, on a un stage qui est en deuxième année du bac. Donc, c'est un stage qui n'est pas terminal. Donc, un stage de 8 mois, c'est-à-dire c'est 32 semaines consécutives à temps plein. C'est un des stages les plus longs là, au niveau universitaire. Donc, c'était vraiment intéressant pour un étudiant pour les milieux aussi, d'être là pendant 8 mois de temps. C'est-à-dire qu'il peut vraiment travailler sur plusieurs projets qui chevauchent et voir le projet final. Donc, je vais parler plus tard un petit peu, c'est quoi nos tâches, à quoi ça peut ressembler, les types de milieux qui acceptent un de nos étudiants ou de nos étudiants. Donc, nous, l'étudiant suit vraiment l'horaire des milieux. Donc, en moyenne, c'est 35 heures semaine, pour faire ça simple. On veut que c'est un stage à temps plein. Donc, en bas de 32 heures, c'est très rare qu'on accepte un milieu. Habituellement, c'est 32 et 40 heures que les étudiants font dans les milieux. S'il y a des heures supplémentaires, à cause qu'on est dans l'événementiel particulièrement, donc c'est les politiques de la reprise d'heures du milieu qui s'appliquent. En ce qui concerne le télétravail, je vous dirais, on l'a vécu, on l'a eu dur chez nos stagiaires les 3 dernières années. On a statué, nous, c'est 2 jours de télétravail maximum par semaine. Pourquoi le 2 jours? Parce qu'on veut vraiment que les étudiants soient 3 jours dans le milieu. Pourquoi? Pour une intégration efficace aussi. On est en sciences sociales, donc les contacts humains, c'est toujours très important. Et aussi pour les apprentissages, on ne se cachera pas, l'étudiant qui est dans le milieu va apprendre mieux que derrière un ordinateur chez lui. Nous, c'est ça, en sciences sociales, les étudiants ont besoin du contact humain. Donc, puis la plupart des étudiants préfèrent nous, on favorise aussi là, vraiment le présentiel à 100%, mais on s'est ajusté, comme je disais, là, au marché du travail, donc 2 jours à distance par semaine. La rétribution, je vais y aller immédiatement. Nous aussi, ça a connu une hausse à travers les dernières années. Peut-être c'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre du marché. Mais en 2023, pour les stages actuels, on parle de 14 500 là, pour le 8 mois de stage. Juste à titre comparatif, l'année passée, on était à 11 700. Puis l'autre année d'avant, c'était 9 800. Donc, on peut voir une augmentation quand même considérable à travers les années due à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, les milieux veulent avoir des étudiants. Donc, bien sûr, nous aussi, on n'a pas de politique là, de rémunération de milieu, mais c'est quand même, ça joue dur. Là, donc, nous, ce qu'on dit aux étudiants, allez-y pour les intérêts, le stage. Faites pas ça pour l'argent, mais c'est sûr que les étudiants vont quand même regarder la portion monétaire parce qu'ils ont des comptes à payer. Donc, on a des exigences en fonction du tuteur. Oui, on a besoin d'avoir un tuteur qui est dans le milieu. Donc, on demande d'avoir un diplôme universitaire, pas nécessairement en loisirs, culture et tourisme. Ça va être un autre domaine connexe, mais qu'il soit diplômé depuis au moins 3 ans, puis qu'il soit dans le milieu depuis 1 an. Donc, c'est sûr que si le milieu n'a pas un tuteur qui correspond à nos exigences, on ne peut pas aller plus loin, là, malheureusement. Donc, comme je disais, c'est un stage de 32 semaines qui est toujours de janvier à août. Ce qui est intéressant pour nos étudiants, mais pour les milieux également, c'est qu'ils peuvent, le plupart du temps, c'est des événements qui se produisent pendant l'été. Donc, les étudiants planifient l'événement pour la réalisation pendant la période estivale. Donc, nous, on exige un minimum de 4 projets de stage. Habituellement, on voit entre 4 et 6 projets de stage dans le milieu. On est quand même assez flexible sur la nature des projets. Tantôt, je pourrais vous en parler. C'est pas mal tout azimut, qu'est-ce que nos étudiants peuvent faire. Mais on va être exigeant sur les tâches qu'ils vont faire. Donc, on forme de futurs gestionnaires. On veut que ce soit des stages de gestion, comme planifier, organiser, mobiliser les ressources, concerter, soutenir des groupes, des initiatives, gestion des ressources humaines, des financières, des matériels également. Donc, on parle beaucoup de veille stratégique, parce que dans notre milieu, on veut tout le temps être au parfum des nouvelles tendances, que ce soit justement je parle beaucoup d'événementiel, mais c'est vraiment les projets qui ont la cote auprès de nos étudiants. Donc, moi, je m'amuse à dire qu'on n'est pas des spécialistes, mais des généralistes. On est quand même très bons dans tout. Donc, j'ai dressé une petite liste de milieux
Tu sais, loisirs, culture, tourisme, ça dit plein de choses, mais ça n'en dit pas également. Mais tu sais, nous, on œuvre dans municipal, ville et village, dans le milieu communautaire, niveau régional, les MRC, les URLS, en sport, activité physique, donc les centres sportifs, les équipes sportives. L'événementiel, on a des étudiants au Festivois, au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le domaine du tourisme, bien sûr, comme Tourisme Shawinigan, des ATR de ce monde, Culture Trois-Rivières, le Musée Borealis. Là, les milieux que je vous donne, c'est les stagiaires 2023 qu'on a actuellement. Dans le domaine du plein air aussi, le parc de l'île Saint-Quentin, donc santé, services sociaux, les CIUS également. On a des étudiants qui travaillent avec les personnes âgées dans les RPA, les centres de réadaptation, associatifs aussi, associations de hockey, les fédérations de scouts, donc canot-kayak également. Donc, au niveau scolaire aussi, on en a dans les étudiantes dans les écoles, secondaires, cégep. Niveau caritatif aussi, Opération Enfant Soleil, maison de grands-parents, grands frères, grandes sœurs. Entreprises privées aussi, Cascade, à Kinsley Falls, on a une étudiante qui est là présentement. Les entreprises des chambres de commerce, on a des étudiants qui sont là pour organiser des événements. Vous savez, chambres de commerce, des événements comme aujourd'hui, notamment, donc ça peut très bien marcher. Aussi au gouvernement, ministère du loisir, du tourisme, de la culture. Donc, on est vraiment partout. C'est vraiment intéressant, nous, ce qu'on offre. Donc, des exemples de projets, relâche scolaire, journée thématique, carnaval, fête des neiges, gestion d'activités quotidiennes, gestion d'activités thématiques, gestion des infrastructures sportives, loisirs, culturels, donc programmation saisonnière. On est dans les Jeux du Québec qui s'en viennent, donc on a des étudiants qui travaillent sur les Jeux du Québec présentement pour au mois de mars. Il y a des Jeux du Québec pour cet été à cause de la pandémie. Là, il y a eu des annulations de Jeux du Québec, donc levée de fonds, donc vraiment plan d'action politique, promotion d'activités. Donc on est partout. On est, comme je disais, on n'est pas des spécialistes, mais on est vraiment des généralistes. On est très bons dans plusieurs domaines. Merci, donc voilà, si vous avez besoin d'informations, venez nous voir. Là, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Je veux juste spécifier une dernière chose, puis Gabriel a abordé la chose. Les étudiants internationaux. On est une université très accueillante pour les étudiants internationaux et ils sont souvent extrêmement disponibles à rentrer dans vos milieux. Les choses évoluent, hein, on le voit, la société évolue. Moi, je viens pas de Trois-Rivières, mais ça fait 20 ans que je suis là, puis je me rappelle d'une époque où malheureusement les étudiants internationaux avaient énormément de problèmes à s'intégrer dans les milieux. Il y a de ça 15 ans, 20 ans, 10 ans. Et là, de plus en plus, on voit des ouvertures des entreprises. Et à chaque fois que je parle à des entreprises qui ont accueilli des étudiants internationaux, à chaque fois, ils me disent qu'ils ont été agréablement surpris. Donc, je le dis, peu importe à quelle entreprise, ayez l'esprit ouvert. Et souvent, vous allez voir que c'est une main-d'œuvre extrêmement engagée. Ils ont des enjeux des fois différents, des fois des motivations plus grandes que certains autres étudiants pour tout simplement des raisons d'intégration. Donc, j'ai envie de vous dire, ça peut être des expériences très, très bénéfiques pour toutes les entreprises d'accueillir des étudiants internationaux tout en gardant un niveau de performance égal. Là. Moi, je parle, je juge pas. Fait que je voulais juste faire un petit mot là-dessus parce que de plus en plus, on en a à l'UQTR et on veut passer le message en disant que ce sont des étudiants, quand ils sont prêts à aller en stage, qui peuvent très, très bien remplir certains mandats. Et c'est peut-être l'avenir aussi dans vos entreprises au niveau du recrutement. C'est des gens qui sont habituellement extrêmement fidèles. Je vais laisser Mathieu prendre la relève. On vous remercie d'avoir été aussi attentifs. On se croirait à l'église, mon Dieu. Sur ces sages paroles, merci Philippe. Donc, pour terminer, une bonne main d'applaudissements à tout le monde.